Bon, on va commencer en espérant que ça fasse venir 19h35, afin que je tienne. Bonjour à tous, merci d'être venus. Euh, donc, vente privée, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Ça commence à faire quelques fois qu'on vient faire des événements ici. On est assez proche des milieux pédagogiques, des écoles, des universités. On a un lab avec 42. Je pense que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais je pense que vous en avez entendu parler. Sinon, on serait ravis d'échanger avec vous sur le sujet. Juste quelques petits chiffres sur vente privée pour expliquer le but de la soirée ce soir. Quelques métriques vente privée, on est présent dans 14 pays, donc c'est plus franco-français, c'est vraiment un groupe, majoritairement en Europe, mais aussi mondial. On est au Brésil, au Mexique. Des chiffres, on a fait 2 milliards en 2015, donc ça a évolué, c'est les chiffres officiels. Vente privée, c'est pas juste un petit site web, il y a vraiment beaucoup de volume. On a 30 millions de membres. Le chiffre, je pense, le plus important, c'est celui-là. On a 4 500 000 utilisateurs uniques par jour. Ça va. Le slide d'après, vous allez comprendre. 320 000 produits vendus par jour, 6 000 marques partenaires. En gros, on expédie plus de 20 000 colis à l'heure. On a 14 entrepôts en France. Enfin, on est un des gros acteurs du marché européen. Ce que vous connaissez chez Vente Privée, c'est beaucoup le site et les applications mobiles. Derrière la DSI, c'est 500 personnes. C'est 3 gros pôles. Donc, je viens de vous parler le front, c'est derrière la logistique et c'est derrière la production des ventes. Tout ce que vous voyez sur le site, vous imaginez un fournisseur qui vous livre un gros sac. Et Vente Privée fait le shooting, fait l'ensemble des fiches techniques. Et ce que vous voyez, c'est Vente Privée qui l'a produit. Ce chiffre, juste pour ce graphique, en fait, le trafic par heure, la nuit, nos clients dorment, mais on a 2 énormes pics. Le matin à 7 h à l'ouverture et le soir à 19 h. Qu'est-ce que ça implique, ces énormes pics? C'est une charge sur nos infrastructures et sur nos frontaux qui sont vraiment énormes, qui sont très concentrés sur une faible période. Et c'est ça qui entraîne le gros challenge de toutes nos équipes techniques, c'est supporter cette charge qui arrive d'un coup, dès l'ouverture. Le pic parle de lui-même. Dès l'ouverture, on a énormément de connexions et d'achats, et le tunnel d'achat qui souffre beaucoup. Donc c'est là où on a beaucoup de challenges, on a besoin des équipes pour accomplir ces challenges. Et comme partout, on cherche des ressources, et notamment sur une des technos qu'on a du mal à sourcer. Et c'est pour ça qu'on fait ce meet-up ce soir, c'est un peu pour la démocratiser, pour la faire connaître et pour expliquer ce qu'on fait avec. Et c'est React. On a décidé chez Vente Privée, pour essayer d'accompagner les étudiants dans la montée en compétences sur React, de créer ce qu'on appelle une React Academy. Qu'est-ce qu'on entend par une React Academy? En fait, on souhaite prendre des stagiaires, enfin des étudiants en fin d'études, donc leur stage final, et plutôt que les mettre directement dans les équipes techniques et les laisser découvrir petit à petit la techno, se faire aux habitudes et voilà, chercher un peu par eux-mêmes, on a dit on va couper ce stage de fin d'études en 2 en proposant une première partie où on fera une formation intensive. Donc formation intensive sur cette techno, sur les pratiques, sur l'écosystème, pas seulement ce qu'on utilise chez Vente Privée, mais sur l'écosystème Front et React dans sa globalité, avec un focus sur les pratiques des équipes. Les pratiques étant disparates, ça donnera un panel assez large. Donc en fait, on se réunira avec un formateur. Donc le formateur, c'est Wilfried, le premier speaker qui devrait arriver, en mettant les 2 premiers mois une formation, un peu de théorie, beaucoup de pratique, beaucoup de projets, beaucoup de découvertes par vous-même, mais accompagnées par ce formateur qui vous fera monter en compétences. Et ensuite, après cette formation, pour ne pas perdre, vous finissez le stage dans les équipes de vente privée, donc dans les équipes qui font le front, dans les équipes qui font les applis de back-office, qui ont aussi des frontons en React. Vous intégrez directement dans l'équipe pour finaliser votre stage. Le but de ce stage pour nous, derrière, c'est forcément de vous faire donner envie d'intégrer vente privée. Donc c'est pour ça qu'on prend des stages de fin d'études. Pour ceux qui sont intéressés par la React Academy, on démarre cette React début mars, le 5 mars. Les 2 mois de formation et ensuite les 4 mois. Si vous souhaitez participer à cette aventure, il y a Asma ici présente. N'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à venir me voir après le meet-up pour qu'on puisse vous expliquer un petit peu plus comment fonctionne cette React Academy, ce qu'on attend, ce qu'on propose, et même plus largement au sujet des labs. Il y a Jean ici qui est le responsable du lab 42 à vente privée, qui sera ravi de vous parler du lab. On a des lead tech React chez nous qui seront ravis de
d'échanger avec vous. Ils vous feront d'ailleurs un talk tout à l'heure. J'en ai assez pour ça. Est-ce que vous avez des questions? On a quelques minutes. Je te lance le Un super jouet. Ok, d'accord. Je crois que c'était un buzzer ou un truc comme ça, je me captais. Quand vous dites que ça commence début mars, par exemple, si moi je finis fin mars l'école, du coup c'est mort, je peux pas intégrer début avril. Il faut qu'on en discute, mais elle démarre vraiment le 5 mars, la formation, le stage. Après, on en discute si besoin. Ok, c'est pas grave. Je crois qu'il y avait une question derrière. Ouais, c'est un peu bizarre, mais bon. La question, c'est, j'imagine, je pense connaître la réponse, mais c'est l'équipe front, du coup, derrière, on intègre chez eux. Il n'y a pas que l'équipe front, il y a effectivement l'équipe front où là, il y a vraiment beaucoup de besoins parce qu'on refait l'ensemble du SI et donc du coup l'ensemble des frontaux. Mais il y a aussi beaucoup d'outils dans les équipes back. Je pense en logistique, mais aussi à la production des ventes, la Digital Factory, ou les outils aussi des frontaux en React. Donc il y a les différentes équipes. D'ailleurs, on a des représentants des différentes équipes. On a le voyage aussi, pardon, que je t'oublie. C'est où du coup? Alors, vente privée, nos locaux sont à Saint-Denis, autour du Stade de France. Donc les 4 mois de stage se feront au Stade de France. La formation intensive, on la fera dans notre deuxième lab. On a un lab à Epitech, au Kremlin Bicêtre, et qui offre un environnement qui est... enfin, pour ceux qui iront, le lab est vraiment bien décoré, bien aménagé. Et on utilisera ce lab-là pour faire les 2 mois de formation. C'est pas illimité. On offre 5 à 6 places, en gros. C'est bon? Ok, on va regarder si... Notre speaker est encore un poil en retard. Uber, ça marche bien, mais pas tous les soirs. Ouais. Bon, j'en profite juste pour annoncer un deuxième event. La semaine prochaine, on sera également parmi vous. Donc on fera une conf avec les étudiants actuellement au Lab 42 AVP, où les labs présenteront les projets qu'ils ont fait sur cette dernière itération dans le lab chez nous. Donc ce sera dans cet amphi-là. Jean, tu vas en dire 2 mots? Ouais, juste rapidement, donc effectivement, il y a certains étudiants qui sont là, qui font partie du lab, qui vous présenteront donc certains sujets, certains projets. On en a sélectionné 4. Et ce sera l'occasion aussi d'échanger si vous avez des questions sur le fonctionnement du lab. Et pareil, amorcer aussi une session de recrutement. C'est mercredi prochain à 19h. Début mars. Il est dangereux, Si vous avez des questions d'ailleurs sur le Lab 42. Bon, je vous propose d'attendre alors que Wilfried arrive. On y est presque, il est là dans 3 à 5 minutes. Il est au bout de la rue. Pas d'autres questions? En complément à la question de tout à l'heure, les React Academy, ça commence donc en début mars. Le 5 mars, ouais. Vous avez d'autres sessions de prévues? À quel rythme? Pour l'instant, c'est la seule session qui est prévue. On verra en fonction du résultat. Est-ce que ça a plu? Est-ce que ça a porté ses fruits? Et
Si le résultat est positif, on fera d'autres sessions. Ouais. Donc on n'a pas de planning pour l'instant. On le fera peut-être aussi sur d'autres technos après. Et une deuxième question, vous étiez impliqué dans des milieux pédagogiques. Quelles sont les autres écoles dans lesquelles vous avez... On participe à beaucoup d'écoles. Asma pourra m'accompagner là-dessus. Les deux écoles, c'est 42, on est vraiment très impliqués. Le groupe Ionis avec Epitech et Epita et Etna. Donc on a le deuxième lab, on a deux labs étudiants. On a le lab avec 42, le lab avec Epitech. Avec Etna, on a fait des hackathons en interne chez nous, avec eux chez eux. Epita, on fait aussi beaucoup d'interventions dans l'école. Du coup, vente privée, on n'est pas qu'à Paris. On est aussi à Lyon et Nantes. Donc, et on a un partenariat aussi avec Epitech Nantes. Mais voilà, on travaille avec Central Lyon notamment. Qu'est-ce qui vous motive de participer comme ça à des parcours pédagogiques? Le recrutement ou il y a d'autres idées derrière? Il y a d'autres idées derrière. Si je prends l'idée des labs, effectivement, le recrutement, c'est forcément quelque chose qu'on souhaite. On accompagne les étudiants, on les forme. Il y a des mentors chez nous qui participent dans les labs et qui les aident à progresser. On souhaite faire évoluer le niveau pédagogique en fait à travers les labs. Donc ça, c'est un de nos gros axes en fait. Il y a beaucoup de personnes chez Vente Privée, dont le CTO, qui sont issus d'écoles comme 42, c'était Epitech en l'occurrence. Et ils ont toujours été bercés dans cette idée de faut apprendre par soi-même, faut se dépasser, faut avancer et avoir cette notion de mentor. Et en fait, c'est ce qu'on a voulu essayer de remettre avec les labs à vente privée. C'est essayer de créer un cocon où on va essayer de stimuler la création, l'innovation avec des personnes qui ont envie d'avancer, avec le contact avec les gens chez nous. Donc c'est vraiment ce qui nous motive, c'est de nous rapprocher du milieu pédagogique parce qu'on en vient, ça nous a beaucoup servi et on souhaite transmettre ça. Ça, c'est un des premiers points. Le recrutement, on ne peut pas se cacher. On cherche à recruter, on recrute massivement. Et on se dit qu'en diffusant cette culture auprès d'étudiants, ça nous permettra de recruter des gens qui déjà sont imprégnés un peu de notre culture. Et le troisième point, c'est la fraîcheur. On se rend compte qu'avec les labs, ça apporte beaucoup de fraîcheur, ça apporte des nouvelles idées sur des problématiques qu'on veut creuser. Et on souhaite un petit peu démocratiser ça et insuffler un petit peu cette fraîcheur dans les équipes de vente privée. Alors, vous pouvez l'applaudir, je pense. Ça lui fera du bien. Je pense que ton accueil ne pouvait pas être meilleur. Ah. Ouais, vas-y, je ne sais pas qui a le carré. Une question, avant de prier, vous cherchez que des développeurs web? Non, on cherche vraiment de tout et il y en a pour tous les goûts. On a énormément de recrutement dans les développeurs, soit web, soit back. On a des technos React, Go, .NET Core, il y a de la Scale. Il y en a plein. Du C, non? Peut-être non, bah, enfin, moi, je cherche... Je suis pas sûr. Il y en a eu parce on fait énormément de traitement d'images et on a beaucoup de développements qui sont faits en C. Je suis pas sûr que le remplaçant soit fait en C. Okay. On cherche beaucoup de SRE aussi. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Okay. Pareil, Asma pourra vous renseigner sans hésiter. Ok, donc maintenant que Wilfried est là, on vous propose 2 talks ce soir. Le premier, c'est React for the Newbies. Donc Wilfried va vous faire un peu une overview de ce que c'est React. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi il y a des frameworks comme React qui sont arrivés là? Et ensuite, on a Jalil et on a Moïse qui sont 2 lead tech React chez Vente Privée et qui vous en diront un peu plus sur les observables et sur Redux.
si l'USB qui est juste là. Voilà. Et ensuite, est-ce que tu es en partage d'écran? Sans dire qu'il y a deux écrans, tu veux te mettre en recopie, j'imagine? Ouais, ça je pense. Ouais, tu peux essayer. Voilà. Merci à tous pour l'attente, désolé. Je vais vous parler un peu de React et principalement de la programmation déclarative. Pourquoi est-ce qu'on est passé de jQuery en fait à des librairies, plus, comment dire, moins impératives que jQuery du coup. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà construit des applications en fait il y a un petit moment. Ok. Ok. On va essayer sans limite. Ça va être moins cool, mais... Ouais. Je vois pas le... Ok. Attends. On va voir. Y aller, non? Tu veux, C'est cliquer là? ce sera plus facile avec le... C'est un Linux, c'est ça? Ouais. Tu peux changer ta res là? Je peux changer ma raison. Si tu veux, amuse-toi. Tu maîtrises un peu? Non, du tout. Ok. On peut faire ça, hein. Faire ça sur un Mac si tu veux. C'est vrai? Ah, mais c'est pour ça que ça marche pas. Ça s'est mis tout seul? Je pense que ça va repartir. Ouais, ok, c'est fort. Alors, en arrière, c'est pas grave. J'ai fait Windows. Bon, ok. Donc, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà construit des applications à l'époque où on faisait du rendu côté serveur uniquement. Par exemple, en utilisant PHP et où absolument toute la page était construite au niveau du serveur. C'est-à-dire que quand vous aviez votre client qui requêtait une page
le serveur mettait du temps à aller chercher dans la base de données les infos nécessaires pour construire la page et renvoyer tout le HTML. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce fonctionnement, ouais. Ce qui se passait quand vous cliquiez sur un lien, c'est que toute la page, tout l'environnement JavaScript était complètement détruit et complètement recréé pour arriver sur une nouvelle page. Et même débat, enfin, re-requête et re-retour HTML du serveur. Ce qu'il y avait avec cette architecture, c'est que le contenu était très statique. Si vous vouliez rajouter des menus déroulants ou des petites animations, c'est pas du tout comme ça qu'on peut le faire. Et du coup, il faut rajouter des librairies, des bibliothèques du style jQuery pour animer un peu la page et la rendre un peu plus fun. On perd aussi la maîtrise des transitions. Quand on est là, en fait, c'est compliqué d'indiquer à l'utilisateur que on est en train de chercher des données sur le serveur, de faire des requêtes à la base de données. On ne peut pas lui indiquer en fait avec un petit chargement. Et c'est pas niveau de l'expérience utilisateur, c'est un peu moins cool. Et quand vous commencez à rajouter des librairies, par exemple jQuery, elles sont chargées à chaque fois que vous changez de page. Donc là, dans le HTML, il va y avoir des liens vers les bibliothèques externes que vous utilisez. Elles sont réinterprétées à chaque fois que vous changez de page. Et du coup, ça crée quand même un peu trop de... Enfin, plus que d'IO que de nécessaire. Du coup, on s'est tourné doucement vers des pages où on arrêtait de détruire tout l'environnement JavaScript à chaque fois. C'est les single page apps, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent. Et ce qui se passe, comme vous pouvez le voir, en fait, on fait une requête, on reçoit le HTML, et dans ce HTML, en fait, il va y avoir aussi beaucoup de JavaScript, ce qui va permettre au client, au navigateur, de lui-même changer tout le HTML tout seul. On n'a plus besoin d'aller interroger le serveur pour mettre à jour l'interface et avoir les nouvelles pages. Toute l'interface est contenue en fait dans la première requête, ou en tout cas, tout ce qui est capable de recréer l'interface est contenu dans la première requête. Et pour les requêtes successives, quand on change de page, par exemple, on passe d'une liste d'utilisateurs à une liste de vidéos, la seule chose qu'on va demander, c'est la liste de vidéos, et plus l'entièreté de la page avec le templating et tout ça. Donc les requêtes, elles sont un peu plus légères. De la même manière, comme on a toujours la main, en fait, comme la page ne se décharge jamais, on peut indiquer à l'utilisateur qu'on est en train d'aller faire quelque chose, que ça va prendre un peu de temps, que si c'est cool, il peut attendre. Ouais, comme vous voyez là, comme je disais, on ne cherche plus jQuery chaque fois, non plus, à chaque changement de page. Du coup, c'est quand même un peu plus pertinent de ne pas le faire, parce qu'on est sur le même site, on sait qu'on a besoin des mêmes bibliothèques. Et comme je vous disais, les requêtes suivantes, elles sont moins lourdes, parce qu'on ne requiert plus le HTML en même temps que les données. On utilisait beaucoup jQuery au début pour faire des changements dynamiques comme ça, que ce soit pour des petites animations ou pour des changements de contenu. Typiquement, remplacer le contenu de la page, changer d'article. On a beaucoup fait ça de manière impérative. Ça vous parle à tous? Ouais. Et votre interface, quand on fait ça de manière impérative, c'est le résultat de la succession de toutes les modifications que vous avez faites. Ce qui se passe avec ça, c'est que, donc, comme vous voyez là, ça change en fonction des événements qu'on reçoit, que ce soit par exemple un clic ou alors une réponse du serveur. Et ce qui se passe, c'est que de temps en temps, le changement qu'on va appliquer, il va dépendre de là où on en est déjà, en fait. Typiquement, si on est sur l'accueil, et que le mec reclique sur l'accueil, je vous avais qu'il n'y a pas grand-chose à faire, et du coup, peut-être qu'il faudra adapter ce comportement. Et la manière dont on dépend d'où on en est dans l'application pour déterminer le comportement qu'on va adopter pour faire le changement, c'est assez compliqué de raisonner comme ça, parce qu'il faut se dire qu'on est capable de gérer tous les états possibles, en fait. Pour passer à l'état suivant, il faut être sûr qu'on n'ait rien oublié. Il faut
Et c'est pas très facile de raisonner comme ça. Et il y a un autre problème, c'est qu'il y a des fois où vous allez être dans un état et vous n'allez même pas pouvoir déduire pourquoi vous êtes là. Admettons, on prend une pop-up qui dit vous devez absolument accepter ça, sinon vous ne pourrez pas faire d'achat sur notre site. Et là, la personne, elle a deux choix, c'est soit elle ferme la pop-up, soit elle accepte. Dans tous les cas, la pop-up, elle est fermée. Et si vous vous basez uniquement sur comment est l'interface pour déterminer pourquoi est-ce que la pop-up est fermée, vous n'allez pas pouvoir le faire, en fait, parce qu'il y a deux comportements, il y a deux événements qui ont le même fait. Et quand, par exemple, l'utilisateur va cliquer sur acheter, vous n'allez pas savoir s'il a déjà accepté la pop-up ou si il a fermé la pop-up et il n'a pas accepté les conditions générales d'utilisation. Du coup, vous allez me dire, il y a une solution simple, c'est juste de garder en mémoire les données. Du coup, quand il clique sur fermer, on dit OK, il n'a toujours pas accepté. Quand il accepte, on dit c'est bon, il a accepté, il va pouvoir acheter. Ce que les mecs chez Facebook se sont dit, c'est puisque on a besoin de toute façon de données à un moment dans l'application pour construire l'interface, on va arrêter de se baser sur l'interface comme source de vérité en fait. On va tout mettre dans des données et l'interface, ce sera fonction de données simplement. C'est un peu ce qu'on appelle du coup la programmation déclarative. Et voilà, l'interface est fonction de l'état de l'application. Ce que j'appelle l'état de l'application, c'est le terme souvent utilisé, c'est l'ensemble des données qui caractérisent est-ce que tel menu est ouvert, sur quelle page nous sommes, est-ce que justement l'utilisateur a déjà accepté la pop-up ou pas. Et ça vous permet du coup de... Si toute votre application, c'est juste une fonction qui prend en entrée un état de l'application et qui, en sortie, donne une interface, vous n'avez plus du tout à vous préoccuper de où est-ce que vous en étiez. Vous avez juste à changer les données, faire passer les nouvelles données à votre fonction, à votre application en fait, et l'interface va se mettre à jour toute seule. C'est plus facile du coup de concevoir les choses. Et c'est là où React en fait intervient, c'est uniquement sur ce point que React est fort. C'est pour vraiment prendre des données en entrée et sortir une interface. Là du coup c'est un composant très, très simple. Et ça illustre un peu la manière dont React fait que React utilise pour prendre des données en entrée et retourner une interface. Donc là, on est dans du JavaScript. Ça peut peut-être vous paraître un peu bizarre de voir du HTML dans du JavaScript. C'est transpilé après en uniquement JavaScript. Mais toujours est-il que la syntaxe est assez proche du HTML, donc on n'est pas trop perturbé quand on en a déjà fait. Et vraiment, ce que vous pouvez voir là, c'est on prend des données en paramètres, et ce qu'on retourne, c'est la description d'une interface. C'est pour telle donnée, j'aimerais que l'interface soit comme ça. Vous pouvez bien sûr faire des choses un peu plus paramétrables. Là, on peut voir un routeur très simple. Et du coup, en fonction de la page qui est passée à notre composant content page, on va avoir une interface différente en fait. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que React, lui, vous lui dites juste, pour telle donnée, j'aimerais que l'interface soit comme ça. Et c'est lui qui s'occupe de modifier le DOM tout seul. Toutes les différences qu'il va y avoir entre le DOM actuel et la prochaine étape en fait de votre interface, c'est lui qui s'occupe de ça. Vous, la seule chose que vous faites, c'est dire c'est comme ça qu'il faut se comporter pour tel jeu de données, pour tel état de l'application. Donc, comme je vous dis, le seul rôle de React, c'est de s'occuper du DOM et de changer le HTML. Ce qu'il ne fait pas, par contre. Il y a plein de choses que React ne fait pas.
c'est par exemple gérer les changements des données. En très succinctement, React, ce qu'il permet de faire, c'est de dire, dis-moi, il vous donne une fonction que vous pouvez appeler quand les données ont changé, et après, lui, il se met à jour tout seul. Il y a d'autres, l'API est bien sûr un peu plus étendue, mais le cœur de React, c'est vraiment dire, les données ont changé, je recalcule comment l'interface doit se comporter, et je la change moi-même. Ce que je veux dire par React n'a pas vocation de gérer les changements de données, c'est que vous allez devoir le faire à la main. Ou utiliser des librairies de l'écosystème qui sont déjà codées pour vous et très utilisées, très répandues déjà. Notamment Redux, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Okay. Il y en a d'autres, hein. Il y a Mobex aussi qui est plus basé sur... qui est un peu plus simple. Et, ce qu'on va utiliser, la Redux, c'est ce dont vous parlez mes collègues, et ça va justement être beaucoup sur la gestion des données. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez des questions peut-être rapidement ? Ok. Merci Wilfried d'avoir pris le talk à sauter du Uber. Ok, salut tout le monde. Juste le temps que mon collègue y prépare le laptop et les informations. Comme il l'a dit tout à l'heure Wilfried, nous on va enchaîner sur une partie, on va prendre une thématique un petit peu plus donnée, basée sur les données. Donc on va rebondir sur Redux, qui en gros s'occupe de manager toutes les données qui vont rentrer dans l'application via des appels tiers ou via des données qu'on va injecter. Et Redux est connecté à ces composants React que vous avez vu tout à l'heure. Et en fait, c'est lui qui va injecter les données. On ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet du jour. Ce dont on va parler, nous, ça va être plus comment est-ce qu'on fait React interagir avec l'extérieur. D'accord ? Donc, maintenant que tout est prêt, on va commencer la fraise. Qui on est ? Lui, c'est Jalil Al-Faroui, c'est mon collègue. On bosse tous les deux chez Vente Privée. Lui, il bosse au voyage. Donc, il y a toute une partie de Vente Privée qui vend des voyages. Et pour faire les frontaux de tout ça, Jalil, c'est le lead tech React, vu qu'ils sont sur une stack React. Et m'accompagne, je ne sais pas s'il y a peut-être un autre micro, Moïse, fiscal, qui travaille également sur du React, mais pas au front, puisqu'il travaille à la Digital Factory. Donc en gros, toutes les images que vous voyez passer sur le site de Vente Privée passent par ces moulinettes. Et je voudrais rebondir sur un truc qui a été dit tout à l'heure en introduction. Je ne crois pas qu'on ait de développeurs web chez Vente Privée. On a des développeurs, ça c'est sûr. On a éventuellement des développeurs qui ont des préférences technologiques, stack, langage, tout ce que vous voulez, mais je suis peu sûr que ça existe encore. Voilà. Juste pour recontextualiser, chez nous par exemple à Digital Factory, on réécrit tout plein de clients lourds, d'anciens clients lourds, des gros logiciels en bon vieux .NET. On les réécrit en application légère web avec des API qui nous balancent de la donnée, que nous on va appeler, et on écrit des clients légers avec la plupart du temps du React Redux pour remplacer ces clients lourds. Donc on est plus dans du développement vraiment applicatif que dans du développement web au sens où on pourrait le comprendre.
Donc, de quoi on va parler? On va parler de Redux. Alors, je vais en remettre un tout petit couche par rapport à ce que tu as déjà dit. Parce que c'est vrai que si on veut suivre, il faut juste que vous suiviez quelques notions de base. Par rapport à ce que vient d'expliquer Wilfried, donc effectivement, il a expliqué que Redux fait partie des outils qui permettent de gérer et de mettre à jour l'état de l'application. C'est-à-dire tout ce qu'elle sait de son état. Et pour faire très simple, Redux fait ça en passant par un concept très important pour comprendre la suite qui s'appelle les actions. L'idée, c'est que toute chose qui va venir modifier l'état de l'application, donc de ce qu'on voit, de ce qui s'affiche ou pas, ce sera une action. J'ai une donnée qui a changé, c'est une action, je vais aller récupérer, je vais avoir fait un clic qui doit déclencher quelque chose, ce sera une action, etc. Donc c'est un concept important. Et donc également un autre concept, juste parce qu'il est écrit, je suis obligé d'expliquer. Ou vas-y, tiens, fais les réducteurs. Qu'est-ce qui va se passer dans le flux de données? Parce qu'en gros, on va parler du flux de données. On va avoir un composant qui, par exemple, va être un bouton. Quand la personne elle va cliquer, on va choper le clic. On va balancer une action dont a parlé Jalil. Et ça va arriver dans une fonction qu'on va appeler un réducteur. C'est une fonction dite pure, tout simplement parce qu'elle reçoit de la donnée et l'action. Elle va, en fonction de l'action, triturer la donnée, donc en faire une copie, et sortir une nouvelle copie de cette donnée-là. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que la fonction est pure, parce qu'on dit qu'elle ne va pas faire de mutation. Ok? On va choper une donnée, la copier, la modifier et la rebalancer. Et ce qui va se passer, c'est que dans le cycle de vie de cette donnée-là, des composants, autres que le bouton, une vue, on dira, peut venir être connecté directement à cette donnée et être notifié, être averti que cette donnée a changé. Et comme l'a expliqué Wilfried, quand la donnée elle a changé, notre application elle va réagir. S'il faut changer de couleur quelque chose ou afficher quelque chose, ça va bouger parce que la donnée a changé. Donc, puisque ces réducteurs sont purs et n'ont pas le droit d'avoir des effets de bord, le problème, c'est qu'on a besoin de faire des effets de bord. Dans la vraie vie. C'est quoi, par exemple, un effet de bord? Dans, grosso modo, toutes les applications à peu près utiles. Un effet de bord, ça va être quoi? Ça va être tout simplement d'appeler une API. J'ai besoin de récupérer justement les données dont parlait tout à l'heure Wilfried dans son talk. Ça va être un effet de bord. C'est-à-dire que mon action qui rentre, elle est récupérée par mon state, qui en déduit un état. Je ne peux pas aller chercher quelque chose qui va changer mon flux. Je vais vouloir chaîner des actions. J'ai une action qui rentre, je vais vouloir dire il doit se passer ça, puis ça, puis ça. Ça, je ne peux pas le faire de base avec Redux. Enfin, avec un réducteur en tout cas. Je vais vouloir gérer des tâches de fond, des choses qui vont se passer tous les X temps, etc. Donc ça va être des effets de bord qu'il va me falloir gérer. Alors, on a une première solution pour ça. Écoutez, le gars qui a créé Redux, qui a juste implémenté un pattern flux en copiant un petit peu des choses intéressantes qu'il a vues à droite à gauche, ce gars-là, il a créé un truc qui s'appelle Redux Tank, et il a dit, OK, quand on doit faire des effets de bord, l'un des moyens, c'est de faire un tank. Un tank, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient dans un middleware, c'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure du reducer. Le reducer, c'est lui qui chope les actions, qui va triturer la donnée, qui va nous la ressortir. Alors, les middleware qui vont être notifiés aussi quand il y a une action. Au lieu de passer juste dans un reducer, on va mettre un middleware devant ou derrière, comme on veut. Et quand l'action elle va passer, elle sera aussi notifiée. Et si on veut faire des choses, on pourra faire des choses. Par contre, très important, on ne va pas toucher à la donnée qui est, entre guillemets, l'état de l'application, parce que le seul moyen de modifier l'état de l'application, c'est de passer par un reducer. Donc, Tank, qu'est-ce qu'il va faire? Jalil, je te laisse y aller. Non, mais il va faire ce que tu as dit. Et puis, on va pas y passer trop de temps. Simplement rappeler que, du coup, il a des avantages. C'est qu'il est très simple. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je suis dans mon application et que je vais dire, tiens, je vais fetcher mon API, je vais la fetcher. Et en fait, je vais dispatch, en gros, une fonction qui va fetcher l'API et qui, elle, va dire, OK, c'est bon, j'ai mon résultat. Je redispatche une action qui dit, voilà les données qu'il faut enregistrer dans mon fameux store. Je t'en prie. Je t'arrête. Je t'en Parce prie. qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit, parce que je pensais que tu allais le dire, c'est que Tank, ce middleware, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous filer le dispatch. Parce que c'est bien beau de dire qu'on peut dire des choses et parler au reducer via des actions, mais pour envoyer ces actions, on a besoin d'une fonction qui s'appelle dispatch. Et par défaut, le seul moyen d'avoir cette fonction qui s'appelle dispatch, c'est de connecter nos composants et, comme par magie, on passe une espèce de fonction qui peut balancer des actions. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, OK, au lieu que ce soit juste Connect qui va filer des trucs, on va filer à Tank cette espèce de dispatch, et quand tu vas recevoir l'action, si Tank il la chope, il peut faire des choses,
et ensuite redispatcher une action. C'est magique. Dispatch, finalement, c'est la fonction qui a le droit de déclarer des actions. Exactement. Qui vont être traitées ensuite. Donc Reductank est effectivement assez simple. Le souci qu'il a, c'est qu'il n'est pas centralisé. Ça veut dire que ça va être un peu partout dans votre application. Où vous allez dire, bah tiens, là, il faut que j'aille chercher l'API. Et puis, ah tiens, là, il faut que je fasse un truc qui va faire toutes les 1 minute déclencher quelque chose. Et du coup, bah, pour aller voir d'où vient ce qui se passe, ça devient un peu compliqué. Autre inconvénient, c'est non standardisé dans le sens où bah, du coup, les syncs ils vont être ils vont être faits différemment ici et là. Donc, ça rejoint un peu le premier point. Et également, ce qu'on retrouve assez souvent, on va pas spécialement creuser, mais pour ceux qui connaissent, on va assez vite avoir ce qu'on appelle un callback hell. Ça veut dire que dès que je vais vouloir justement faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, ça peut devenir vite un gros pâté assez affreux. On va envoyer une action qui va être chopée, qui va faire un effet, qui va renvoyer une action, qui va être chopée par un autre truc, qui va recevoir une action, qui va être chopée, qui va, voilà, callback, hell. Voilà. Est-ce qu'il ne ferait pas un petit exemple? T'expliques? Ben, on va parler de la Digital Factory. Tiens, la Digital Factory, on fait plein de logiciels pour faire des trucs sympas avec des photos. Okay. À un moment donné, on est venu nous voir, on a dit les marques qui bossent pour nous ont besoin de nous fournir des images, parce que si elles les ont déjà, on n'a pas besoin de re-shooter. Du coup, nous, on devait fournir une interface qui permettait aux marques d'uploader leurs images directement pour qu'elles arrivent sur nos serveurs et qu'on commence à faire les traitements. Du coup, on fait une application, on se dit, ok, on fait ça bien, on va mettre une petite drop zone, on va pouvoir balancer quelques images, les choper, les envoyer au serveur. Ok, on va faire super simple. Bah, avec React et Tunk Middleware, c'était un peu compliqué parce que on chopait les photos. Ok, très bien, on balance 3 photos dans le truc. Il va balancer 3 appels qui vont envoyer les éléments vers le serveur. Sauf que les marques, ils n'ont pas 3 photos, ils ont 5 photos par produit, multiplié par le nombre de produits. Pas plus tard que hier, on a une marque qui nous a dit, bon, ben, vous faites beaucoup de ventes pour nous, voici notre catalogue. Et dedans, il y avait 105 000 images. 105 000 images à uploader dans ton application web. Génial. Et ton application a tenu? Et mon application a tenu. Le serveur n'a pas tenu, mais l'application a tenu. Tu as réussi à faire 100 000 transferts en même temps? 100 000 transferts, mon application a tenu parce qu'on a fait des choses. On n'a pas utilisé Tunk, justement. Mais justement, c'est bien un exemple qui montre les limites de ce type de programmation. Parce que on va en parler un petit peu plus loin, mais on a envie de pouvoir uploader les images, peut-être pas les 100 000 à la fois, mais de se dire, ok, j'ouvre 3 process, et dans les 3 process, je balance des images. Et les images, bien sûr, on a le TIFF qui fait 40 mégas et le PNG qui fait 5 kilos. Elles vont pas se finir en même temps, donc on a envie de remplacer chaque process à chaque fois qu'un est fini. Et là, on commence à se poser des questions intéressantes, à se demander quel outil est-ce qu'on va utiliser. Alors, quel outil on va utiliser? Bonne question. Eh ben, on va vous en montrer 2 aujourd'hui, qui sont, on va dire, les 2 grands cadors sur le marché actuel, qui sont Redux Saga et Redux Observable. Donc, c'est 2 libs, 2 bibliothèques, qui sont des compléments à Redux. Donc, ça vous intéresse si vous êtes sur Redux, même s'ils ont leurs équivalents ailleurs. Et qui sont 2 façons de dire, ok, je veux pouvoir avoir un moyen simple et efficace d'orchestrer le flux de toutes les actions qui vont se passer dans mon application. Et notamment de pouvoir gérer ce problème. Pour la petite histoire, à la Digital Factory, on est très Redux Saga, et au voyage, ils sont très Redux Observable. Il fallait pas le dire, ils allaient s'en rendre compte. Tu commences ? On va parler générateur. Vous allez me demander, on parlait de Redux Saga, pourquoi on parle de générateur? C'est quoi un générateur? On va la faire simple, parce que le générateur, pour moi, en JavaScript, c'est un des trucs les plus compliqués. Un générateur, c'est quoi? C'est une fonction. Comme en JavaScript, tout est fonction. C'est une fonction dite génératrice. Ça veut dire quoi, une fonction génératrice? C'est une fonction qui va te renvoyer un itérable, sur lequel tu vas pouvoir itérer. Et ce qui est cool avec cet itérable, c'est qu'il va s'arrêter. Il va s'arrêter tout seul. À chaque fois que il va rencontrer un mot-clé qui s'appelle yield, il va s'arrêter. Et pour qu'il continue, il faut que tu lui donnes l'instruction next qui va lui permettre de continuer.
D'accord ? C'est arrivé avec ES6, donc c'est standard. Et justement, ça a ouvert la voie à pas mal de choses. Et Redux Saga s'est engouffré dans cette voie pour répondre à cette problématique-là. Là, on a un exemple de générateur. Donc la première chose qu'on voit, c'est qu'on voit une fonction avec une étoile derrière. Si vous voyez ça, ça veut dire que c'est un générateur. C'est la syntaxe qui nous permet de décrire un générateur. Ce qui va se passer, c'est que la fonction génératrice peut recevoir des paramètres. Et ce qui est cool, c'est que derrière, quand on va mettre yield, elle va s'arrêter. Donc là, si je lance ma fonction, si je lance mon générateur, je déclare mon générateur, je lance mon générateur, au premier next, vu qu'on va utiliser la syntaxe next, au premier next, elle va venir, elle va se stopper ici. Et ensuite, si on next, elle va passer ici. Mais si on l'arrête, il ne se passera plus rien. Okay ? Ce qui est cool avec les générateurs, c'est qu'on peut interagir. C'est-à-dire qu'on peut lui passer des paramètres à chaque fois qu'on va invoquer le next. C'est cool parce que quand on va invoquer le next, on va pouvoir lui passer de nouveaux paramètres qui pourront interagir avec le contexte qu'on a à l'intérieur de notre fonction génératrice. Et c'est de cette particularité dont on va se servir dans les sagas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Redux Saga vient masquer un petit peu toute cette logique-là. Vous allez retrouver les mots-clés, l'étoile, le yield, tout ça, mais vous n'allez jamais faire next. C'est masqué par la librairie. Donc là, on a un exemple. On a créé notre générateur, on l'initialise avec 10, donc yield égale à 10. Ensuite, on va nexter, on va choper la valeur, et la valeur, c'est 10 plus 10, donc ça nous donne 20. Super exemple. Ouais, c'est moche ton truc. On dirait un hack. Je vais vous parler des observables. Les observables. Bon, ok, d'accord. Les observables ne sont pas tout à fait un standard. Ok. Ok. Parce qu'effectivement, c'est pas encore inclus dans JavaScript. C'est au stage 1 en tant que proposition d'ici quelques années, quoi. Mais il y a quand même un certain nombre d'implémentations, dont la plus connue est RxJS. Pourquoi ? Parce que des Rx, on en trouve dans plein de langages. Donc, ceux qui font du Python, du Java, du C#, ce que vous voulez, vous allez trouver du Rx dans ce que vous voulez. Et ce sera le même principe que je vais expliquer. Vous allez voir, c'est top. L'idée, c'est qu'un observable, c'est un flux qui émet des choses. Alors, vous allez me dire, ah, super, génial, je sais faire. Je fais un on-click à peu près n'importe où, et puis je fais quelque chose sur dessus. Pas moi qui l'ai dit. Je te vois sourire, Oui, mais avec Observable, j'ai un flux que je vais pouvoir composer, manipuler, transformer dans tous les sens. Et là, c'est sympa. Par exemple, je prends un Observable que je crée, à partir d'un clic n'importe où dans mon document. Je souscris à cet Observable, et puis je dis, tiens, je vais loguer ce qui se passe. Et puis quand je clique partout, ça log des trucs. Ouais, d'accord. J'avoue, l'exemple n'est pas terrible. La jQuery le fait aussi bien. Ok. Autre exemple. Je reprends mon clic. J'ai donc un flux qui s'appelle un observable. Toujours. Puis je décide que finalement, je voudrais garder que pas plus d'un clic toutes les 100 millisecondes. Donc je dis, tiens, je veux faire un nouvel observable, un nouveau flux, qui ne va me déclencher un événement de clic, pas plus de toutes les 100 millisecondes. Puis je me rends compte que je reviens vers que le clic gauche. Ok ? Je vais créer un nouvel observable, parce qu'à chaque fois que je fais un point, ça me recrée un objet. Ça ne touche pas à l'observable qui était à la deuxième ligne, ça me recrée un troisième qui est différent. Et celui-là, il va me faire pareil que le premier, mais il va me montrer que les événements où il y a un clic gauche. À vous, c'est stylé. Ouais. De là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est les coordonnées de mon clic. Je recrée un observable. Puis là, je dis maintenant, ce que je voudrais, c'est avoir pour chaque clic les coordonnées du précédent aussi. Pas de souci. Derrière, je vais faire un map pour dire, pour chaque couple de clic plus clic précédent, je vais récupérer la distance entre les deux. Alors, je précise qu'il y a une erreur dans tout ce que je vais montrer là, dans ce petit bout de code. Ceux qui le trouvent gagnent, je ne sais pas, vous vous débrouillez. Et alors, donc tout ce que vous voyez là, debounce, filter, map, pairwise, tout ça, ce sont des opérateurs. C'est ce qui vient manipuler un observable pour m'en faire un autre. J'avance rapidement, je vais scanner, récupérer ma distance totale, dire tiens, je veux continuer à faire des événements tant que j'ai pas fait le tour de la Terre. Et puis je vais prendre le dernier élément, et puis là je subscribe,
Donc là, ça revient à ce qu'on avait tout à l'heure sur le clic, quand on subscribe à l'événement pour faire quelque chose enfin avec à la fin, sinon ça sert à rien si on ne subscribe pas. Et puis je dis, voilà, j'ai console.log, une super distance que j'ai cliqué partout. C'est beau. Ouais, vous avez aimé l'exemple? Quelqu'un a trouvé l'erreur? Ok, il a trouvé une erreur que j'avais pas vue, c'est bien. Est-ce qu'il y en a une autre? J'ai pas testé du tout ce truc-là, hein. J'ai écrit ça tout à l'heure. Oui. Deuxième erreur qu'il n'avait pas vue. Ok, très bien. Donc c'est écrit à l'arrache. Une qui ne soit pas sur la syntaxe. Un truc un peu plus rigolo. Hein? Une erreur fonctionnelle. Quoi? Oui? Pourquoi elle est trop grande? Bah... Ouais, mais je crois que c'est ça. Hein. Attends, j'ai un doute. Oui, non, t'as raison. Ok, une autre erreur. Non, je m'arrête là. J'ai dit je fais le tour de la Terre, mais à la fin, c'est des pixels qu'on compte, c'est pas des mètres. Voilà, c'était celle-là que j'avais faite et que vous n'avez pas vue. Mais vous avez vu plein d'autres, donc c'est super. Une parmi tant d'autres. Faudrait qu'on fasse du pair ensemble, ce serait top. Donc voilà, ça c'est un observable. Vous savez faire d'observable, c'est génial. Vous voici upgradé. Je vais vous montrer quelque chose de beau. On va parler de Redux Saga et plus des générateurs. Du coup, Redux Saga c'est quoi? C'est un middleware. Il vient se hooker, comme on a dit tout à l'heure, il chope les actions et ensuite on peut faire des choses. Okay, il passe avant les reducers. Il vient nourrir nos générateurs et dans Saga, on va utiliser ce qu'on appelle des effets. Tout à l'heure, vous avez vu, il a utilisé un truc qui s'appelle des bounce. C'est un opérateur en observable. Et cet opérateur-là lui permettait de choper les éléments seulement sur 100 millisecondes. Les dédupliquer sur 100 millisecondes. Des bounce existent aussi en Redux Saga. Je ne l'ai pas mis parce que je trouvais ça... Voilà. Du coup, moi, j'ai fait un exemple plus simple. Juste parce que... Tu veux dire que tu es obligé d'importer chaque fonction dont tu as besoin? On a ici une fonction qu'on a appelée root saga, qui est la saga de base, et son boulot c'est quoi? C'est choper une action qui s'appelle incrément async. Comme vous l'aurez compris, on veut incrémenter de manière asynchrone quelque chose. Okay. Take every, c'est très clair, ça veut dire ce que ça fait. Il chope toutes les actions du type incrément async. Et il va lancer une deuxième fonction génératrice qu'on passe en deuxième paramètre, qui s'appelle incrément async. Incrément async, il fait quoi? Bah écoute, il attend une seconde et ensuite il balance une autre action qui est incrément. Du coup, c'est hyper simple. On chope l'action qui a été faite au clic, par exemple, via le middleware. Et au lieu que ce soit le reducer qui exécute directement l'action, ce qui se ferait d'un pouillème de seconde, on chope une saga, la saga elle s'arrête ici, cette fonction-là doit avoir un vieux set timeout d'une milliseconde qui s'était dedans, et ensuite elle fait un next. Quand elle fait son next, eh ben, elle rebalance une action qui incrémente, qui est chopée par le reducer cette fois, et qui va incrémenter notre variable. C'est limpide, c'est clair, c'est beau. Ouais. Alors bon, bah, je sais faire aussi. Avec Redux Observable, qui comme son nom l'indique vachement bien, permet d'utiliser des observables avec Redux. Donc de la même façon, c'est un middleware. Donc juste un middleware, petite précision quand même, c'est grosso modo une interface que propose Redux pour aller justement intercaler des gestions d'actions. Du coup, il y a plein de libs qui sont des middleware. Vous pouvez créer vos propres middleware dans lesquels passent toutes les actions, dans lesquels vous faites ce que vous voulez. Les deux qu'on est en train de vous présenter là sont deux libs qui vous facilitent la vie. Petite précision. Donc c'est aussi un middleware. Que fait ce middleware? Il envoie toutes les actions, une fois qu'elles ont été traitées déjà par le reducer, et donc elles ont déjà mis à jour l'état de l'application, ça va envoyer toutes les actions sous forme d'un observable. Chaque fois qu'une action passe, ça fait un petit bip, comme pour les clics. On va avoir ce qu'on appelle une épique. Donc vous avez des sagas, nous c'est des épiques. Voilà. Ouais. Et ces épiques, elles récupèrent donc un flux observable, c'est ce qu'on a dit juste avant, qu'on va appeler action $, ça c'est juste une convention.
Et cette épique-là, c'est une fonction qui va prendre en entrée un flux, qui va le transformer comme elle veut, et qui va sortir d'autres actions, donc toujours sous forme d'observable, en sortie, pour dire, en fonction de ce qui s'est passé, voilà ce qu'il faut faire. Comment ça marche? Eh ben, c'est vachement simple. J'ai mon observable en entrée, et cet observable, je le transforme pour dire, je veux récupérer un nouvel observable qui ne contient que d'actions de type ping. Et ce nouvel observable-là, je vais lui dire, ok, maintenant tu fais un nouvel observable qui fait tout pareil, mais chaque action est décalée d'une seconde. Et puis là, à nouveau, je dis, ok, maintenant tu me crées un nouvel observable qui, à chaque fois qu'il y a une action décalée d'une seconde qui arrive, la transforme en une action de type pong. Bon, attends, 4 lignes, c'est parfait, c'est magnifique. TechEvery, c'est plus lisible que off-type. Tu rigoles. Action of type. Action of type, c'est super simple. Tellement déclaratif. Donc, concrètement, c'est le moment où on essaie de mettre ça en application, peut-être. Carrément. Tout à l'heure, on a soulevé un problème. On va vite fait parler de la solution, juste sans faire de l'algorithmie poussée. On va juste trouver une solution à notre problème de tout à l'heure. Parce qu'on a envie que vous vous concentriez sur le code plus que sur comment ça a été fait. Du coup, on va expliquer comment ça a été fait. Notre souci, c'était choper un ou n images et les mettre dans 3 process concurrents, les balancer au serveur et à chaque fois qu'un process a fini, qu'il laisse la main pour aller choper le process suivant. Enfin, la tâche suivante à l'intérieur de notre job. Du coup, l'algo, il est simple. C'est je reçois l'ensemble des images à uploader, je les mets dans un buffer, je chope les 3 premiers, je les balance en même temps, et ensuite j'écoute quand ils ont réussi à être uploadés ou quand ça a fail, pour lancer le suivant, enfin pour aller vérifier la taille de mon buffer, récupérer le prochain élément à traiter et le traiter, ainsi de suite. Une sorte de récursion où la condition de fin, c'est que mon tableau il soit vide. Okay. Dit comme ça, je pense pas que ça pose de soucis à qui que ce soit. Pas de questions? Du coup, pourquoi vous avez besoin de ça? Du coup, pourquoi on a besoin de ça? On a besoin que ce soit clair, on a besoin que ce soit simple, et on a besoin de gérer les side effects. Et surtout, tu sais, quand tu vas faire ton truc, tu auras envie de balancer des actions pour dire ouais, j'ai avancé d'un élément, j'ai eu une erreur, c'est ce fichier qui a fail, c'est ce fichier qui vient de réussir. J'ai envie de venir nourrir l'état de mon application pour lui dire j'en suis à 5 images sur 100, par exemple. C'est pas juste faire l'élément. Du coup, on a envie de pouvoir dispatcher de manière simple, dans l'écosystème React Redux, ces actions-là. Et vu qu'on ne peut pas faire de mutation, vu qu'on ne peut pas faire de dispatch à l'intérieur du Redux, du reducer, on est obligé de passer par un middleware qui va choper les éléments, on va déstructurer un petit peu tout ça, et ensuite on va balancer nos actions. Comment tu le ferais, toi? Moi, je ferais un truc sale. Après, je sais pas si c'est vraiment sale. Mais c'est bon, du coup, c'est voilà pourquoi. Ok. Je ferais l'équivalent, mais ouais, non, mais ok. En salle. Je sais pas si c'est sale, après ça marche. Non, parce que du coup, il dit on est obligé, je te corrige, effectivement, on n'est jamais obligé. Tu peux tout faire, effectivement, d'autres façons. Et même pas forcément en salle, d'ailleurs. Non, mais quand je dis sale, c'est voilà, je sais pas si ça serait validé. Ça, je sais pas, on en discute après si tu veux, tu me montres. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, tout ça, on peut s'en passer. Mais on peut se passer de React, on peut se passer de Redux, on peut se passer de tout, finalement. L'idée, c'est que c'est des livres qui te permettent et qui t'aident à faire un code qui est propre, qui est bien rangé, où tu sais, grosso modo, à la fin, je veux dire, chez nous, on a une application, dedans, on a un dossier, dedans, il y a tous les epics, il y en a une dizaine, pas plus. Tout ce qui va être orchestration de l'application, qu'est-ce qui déclenche quoi, qui déclenche quoi, est à un seul endroit. Donc moi, quand j'ai un problème d'enchaînement d'actions pas normal, je sais où ça se passe. C'est tout. Après, tu peux le faire différemment. Mais est-ce que tu es capable de me dire ça aussi? C'est ça qui m'intéresse. On y va? C'est parti. Ça marche? Ça marche. Je fais ou tu fais? Tu restes devant? Ouais. Ouais? Alors attends, parce qu'en plus j'ai... Je sais pas, vous gardez le meilleur pour la fin ou pas? On va commencer par les sagas. Comme on l'a vu tout à l'heure, on fait des fonctions génératrices. C'est un petit peu petit peut-être. Vous voyez bien jusqu'au fond? Ok. La première chose à faire, c'est... un peu moins de lumière peut-être? Je sais pas si c'est compliqué.
Ça suffit? Super. Ok. Donc, comme on disait tout à l'heure, la première chose qu'on va faire, c'est choper l'événement qui nous dit que, voilà, on chope l'événement qui nous indique que quelqu'un veut uploader quelque chose. Donc, la personne à venir a glissé ses 100 000 images sur notre drop zone, qui est magnifique. Et quand elle va lâcher, on va balancer une action, et en payload de cette action, on va avoir un tableau avec 100 000 files. Ça va être chopé par notre fameux middleware. Il va choper l'action upload requested, et il va appeler la première saga, qu'on a appelée run upload job. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout simplement, elle va choper les fichiers, elle va les mettre dans un buffer. Donc là, c'est rien de très compliqué. Hein. Elle va éclater le tableau à l'intérieur du premier tableau qui s'appelle Media Buffer. Et elle va commencer par dire, OK, j'ai commencé à travailler, j'ai pris le job. Ensuite, on va aller, ça on l'a mis dans notre store Redux, dans notre état applicatif. On a dit, OK, il y a un upload concurrency, c'est le nombre d'éléments qui sont en train d'être envoyés en même temps. Il est stacké à 3 au maximum. Donc nous, on va, première chose, aller checker cet upload concurrency, tout simplement parce que si on pousse un deuxième job pendant qu'un premier est déjà en cours, il y a de fortes chances que la concurrence soit déjà égale à 3. Auquel cas, on va juste stacker les éléments dans le tableau, on va faire grossir le buffer, mais sans lancer d'éléments nécessairement. Ensuite, une fois, donc on fait ça comment? On fait ça en faisant un cancel, hein, c'est-à-dire qu'au prochain next, sur le prochain yield, on va cancel. On va se dire, OK, c'est bon, c'est dans le buffer, ça va être pris en compte quand il y aura de la place. Et si ce n'est pas le cas, on va choper les 3 premiers éléments du tableau, ou les 3 premiers moins la concurrence actuelle, et on va forker tout ça vers une autre saga. C'est-à-dire qu'on va balancer en même temps 3 sagas qui vont faire quoi? Qui vont faire un upload. Donc, upload media saga, ouais. Upload Media Saga, son boulot c'est quoi? C'est dire, OK, je commence à uploader le média. Ensuite, il va faire quoi? Il va faire un call. Hein. Il va call, ça appelle des fonctions. Et quand c'est yieldé, call, en fonction de la réponse, il sait s'il doit attendre encore ou continuer. Si la réponse est une promise en JavaScript, c'est une espèce de fonction qui va faire des choses en asynchrone, il va attendre la réponse de la promise. Donc si on fait notre call pour justement uploader notre image, il va attendre que notre image ait fini d'être uploadée. Et il va nous renvoyer le résultat de ce que le gars il aura codé sur le serveur. Et ensuite, si ça s'est bien passé, je dis que ça s'est bien passé. Si ça s'est mal passé, vu qu'on est dans un bloc try-catch, on dit ça c'est mal passé, et on donne le nom du fichier qui s'est mal passé. Okay? Donc là, on a chopé 3 fichiers, on a balancé ça 3 fois, logiquement, on devrait tomber sur 3 success ou 3 erreurs. Comment est-ce qu'on continue le buffer? Si vous avez vu tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré une deuxième saga qui va s'appeler Check Upload Job Saga, et celle-ci, elle est branchée sur le succès ou l'erreur. Donc automatiquement, quand on va dispatcher qu'on a réussi ou pas, on va passer dans une autre saga qui, elle, va aller regarder la taille du buffer et qui va relancer la même saga. Une autre espèce de petite récursion avec la fameuse condition d'arrêt qui est la taille du buffer. Une fois que tout ça est fini, il va arriver là, il va dire il n'y a plus rien dans le buffer, il va dire Job Upload Complete. Simple. Est-ce que ça vous paraît compliqué? Non, c'est clair. Ils n'ont pas l'air super emballés. Hein. Arrête. Est-ce que ça vous paraît sexy? Ouais, non, tu vois, c'est... Ouais. Vous allez voir les observables. On montre si ça marche déjà? Vas-y. Vous voulez voir si ça marche? Ouais. Si ça marche pas, c'est qu'il a hacké quelque chose pendant que je parlais. Donc là, on démarre notre petit serveur JavaScript. Vous allez voir notre superbe application. Donc, comme vous voyez, nous sommes tous les deux des experts UX UI. C'est ça. Et des grands designers. Alors, juste une chose, on a fini les slides cet après-midi et de coder l'application vite fait. Enfin, on a pris des petits bouts de l'application principale et on n'a pas eu le temps de vous faire le petit indicateur visuel qui dit tant d'images sur tant d'images. Je suis désolé.
Mais on va vous montrer la data et vous verrez que ça avance. Faut que j'arrive à trouver ma souris. Ah, ouais. Alors, un des trucs vraiment génial avec Redux, c'est le fameux DevTool qui va vous montrer l'ensemble des actions qui passent et l'état du store et ce qui a bougé, les différents états successifs de l'application. Dans un premier temps, mais le network, on voit justement l'école, le fait qu'on... Je vois pas. Ici. Merci. Là. Voilà. Merci. Et balance-nous 10 photos de chatons ou de ce que tu veux. Je fais gaffe à ce qu'on voit là. Tu peux y aller. Heureusement, on les voit pas les images. Alors? On doit être branché sur les épiques et pas les sagas en fait. Ah, mais t'as pas mis XHR aussi. Je vois rien. Mais XHR plutôt. Mais un hall ou XHR. Ouais, Ici. Vas-y. On verra rien. Ici. Là, je suis dessus. À côté. À côté. À gauche. Un petit poil encore. Je remonte doucement. Ouais, là, ça va le faire aussi. Voilà. Ah. Du coup, là, on a nos uploads qui sont passés, qui sont tous bien passés. Vas-y, rebalance-en. Bah, en fait, on le voit sur la timeline sur le côté. On voit que ce sont des batchs de 3 qui partent et qui sont remplacés une fois que chaque upload est fini. Vous êtes chez moi. En fait, on était sur les sagas, pas les épiques. C'est ultra rapide en local, on n'a pas le temps de voir. Ça part bien par là. On montre le DevTool peut-être? C'est parti. Si tu m'aides. Ici. Parfait. Qu'est-ce qu'on voit? Alors ici, c'est le DevTool de Redux. Si vous n'en avez jamais vu, c'est super intéressant parce qu'en fait, s'il balance des images, vous allez voir que les actions vont passer via une sorte de timeline où tout est timé ici. Et on a vu que la première action qui a été balancée, c'est drop zone drop. Ben, on a lâché le clic souris. Du coup, on a demandé un upload. Le job a commencé. 3 médias ont commencé à être uploadés. Le premier a eu un succès. Il a été tout de suite remplacé par un start, ainsi de suite, jusqu'à la fin où on a fini en disant que le job upload était fini. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'en face, donc là, on a un diff. Hein. On nous montre sur chaque action qu'est-ce qui a été modifié sur le state. Si on va sur state, ici, on a l'état complet de l'application qu'on peut dérouler ici. Donc ici, c'est très simple, il n'y a pas de grappe, tout est à plat. Mais on a la concurrency, le uploading, progress, total item, numerance. Donc si demain on veut brancher un truc super beau composant graphique qui nous affiche la progression, par exemple, le nombre d'erreurs. Là, on ne le stocke pas, mais dans la data, on a aussi le nom des fichiers qui sont en erreur, etc. On peut très bien imaginer venir connecter ces propriétés-là directement au composant. Et dès que la propriété va changer, ben la tranche du composant va changer pour être mise à jour avec la nouvelle donnée. J'en profite pour insister et faire le lien avec ce qu'a dit Wilfried tout à l'heure. Au-delà de ce qu'on a montré là, donc sur l'enchaînement des actions, et on va y revenir, juste la partie Redux, là vous voyez aussi en quoi c'est juste génial Redux. C'est que effectivement chaque action que vous voyez là, ça correspond à déjà une action, ça va être un plain object. Donc c'est quelque chose qui a un type et qui éventuellement porte d'autres informations que le type. De cette action-là et des informations qu'elle contient, avec l'état actuel de l'application qu'on appelle le state, c'est justement ce qu'on parlait tout à l'heure, les réduceurs. C'est les réduceurs qui prennent une action, un state, et qui renvoient un nouveau state. Qui disent voilà, moi avec ça et ça, je te fais ça comme résultat. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure en début de truc que c'est pur, c'est qu'on n'a pas le droit de faire autre chose que de renvoyer un state. C'est interdit. Sinon on casse tout. Pourquoi? Parce que justement ça permet d'avoir cet historique précis, de retourner à n'importe quel endroit de l'application, et donc de reproduire exactement comment on est arrivé là. Et c'est ce que disait Wilfried tout à l'heure. Je sais que la personne, elle a ouvert la pop-up, elle l'a cliqué, parce que j'ai une action dans mon historique d'action qui me dit j'ai ouvert la pop-up et je l'ai cliqué. Et je l'ai fermé. Donc je suis passé par un état où la pop-up était ouverte, à un état où elle est fermée, et où en plus c'est accepté ou non, pour faire le lien.
Au-delà de ça, hein, on se remet à n'importe quel endroit, juste avec l'image de l'état applicatif, ben on est capable de remettre le cliché exactement comme l'état était, comme l'application était à ce moment-là. Ce qui est beaucoup plus compliqué quand on fait des mutations, parce que qui dit mutation dit que mon objet il a bougé et que je suis incapable de savoir exactement comment étaient toutes les propriétés, enfin toutes les propriétés de mon application à ce moment précis. Et donc là, juste pour montrer, toujours dans les DevTools, on voit sur l'onglet diff qu'effectivement cette action-là, avec le state et donc la fonction qu'on appelle le réducteur qu'on ne vous a pas montré parce que pour aller vite, mais cette fonction-là, elle a décidé que quand cette fonction-là rentre, cette action-là rentre, je ne sais plus laquelle c'est, on doit passer uploading à false, on doit passer progress à 0, etc., etc. Donc là, c'est la diff, c'est concrètement qu'est-ce qu'on a changé dans l'état de l'application. Bon, maintenant, je montre du vrai code. Voilà. Direct à vous, c'est sexy. Qu'est-ce qu'on a on dit à Redux Observable, je vais filer des épiques. Donc une épique, c'est tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est une fonction qui prend en entrée un flux d'observable et qui envoie un flux d'observable. Enfin, un observable. Très simple. Et cette fonction-là, elle les combine en une seule grosse épique, master épique. Alors, on fonctionne exactement de la même façon au niveau de l'algo. On dirait qu'on a bossé ensemble, dis donc. On prend les actions de type upload requested. Et pour chaque action, je vais aller créer un nouvel observable pour chaque action. Du coup, ça va me faire plein d'observables alors que je suis censé en donner que un en sortie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais la fonction merge map ici, qui me permet de dire, pour chaque action, tu vas m'envoyer un observable et moi, je vais tous les mélanger dans un seul flux de sortie. D'accord? Donc, pour chaque action, même chose, je récupère mes fichiers, je les mets dans mon buffer, je récupère ma concurrency dans mon state, et si elle est égale à 3, je renvoie directement un observable d'un seul élément. Tout simplement, c'est un observable qui va prendre juste un élément et qui va dire c'est bon, j'ai fini, qui va être mélangé avec tous les autres. Et sinon, je prends mon buffer, je prends mon élément qu'il me faut, c'est exactement le même code, on dirait du copier-coller, dis donc. J'appelle ma fameuse fonction upload, j'appelle une fonction upload media qu'on va voir plus haut, qui me renvoie un observable, que je merge tous à nouveau de la même façon. Donc j'ai plein d'observables, je les merge en un seul. Et je dis juste, ok, tu vas me dire dans un seul tuyau tout ce qui sort de tous ces tuyaux-là. Je ne sais pas si vous préférez les mots tuyaux, c'est pareil. Et simplement, tu vas commencer par mettre dans le pipe, avant même de faire quoi que ce soit, un premier élément qui sera un job upload started. Et ensuite, la fameuse, donc, comment je l'appelais, upload media, s'il y arrive, raté. Upload media, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la même fonction upload que tout à l'heure, donc c'est la même qu'on importe, c'est le même projet. On a juste fait Epic et Saga. On part d'une promise, donc du coup on crée un observable à partir de cette promise-là, qui va donc soit émettre un élément et s'arrêter, soit échouer, de la même façon qu'une promise. Et pour chaque élément qui sort de cette promise, à nouveau je vais refaire un observable, sauf que là c'est très simple. Je suis trop près. C'est très simple. Pour chaque média, je renvoie un observable de média success. Sauf s'il y a un souci. Donc, je catch dans mon observable, parce qu'il a un flux spécial pour les erreurs, l'observable. Je vais envoyer un upload media error. Et évidemment, je commence par alimenter comme premier élément de mon flux un upload media start. À la fin, je dis ce que je fais au début. C'est du fonctionnel, tu ne peux pas comprendre. Et ensuite, ma deuxième épique, c'est quoi? C'est check upload epic. Donc les noms sont assez similaires. Qu'est-ce qu'on fait? On dit je prends toutes les actions de type upload media success ou de type error. Et de la même façon, je vérifie si il m'en reste encore à faire. Je vais à nouveau merger le nouvel observable qui est envoyé par la même fonction qui est ici, qui renvoie, dont on a déjà parlé. Que je vais merger tout ça à la fin dans le même tuyau. Et puis si je dois m'arrêter, je dis juste ok, le job est fini. Et puis si c'est ni l'un ni l'autre, c'est que j'ai rien à rajouter dans mes threads pour faire un abus de langage.
j'ai rien à rajouter, j'ai rien non plus, je peux pas dire non plus que j'ai fini, donc à ce moment-là, je rajoute rien dans mon gros tuyau à la fin. Voilà comment ça marche. Donc effectivement, bah, j'ai moins de choses à dire parce que c'est beaucoup plus court finalement, quoi. Non, puis tout est écrit, tout c'est clair, c'est beau. Au-delà des petites guéguerres de Saga ou d'Epic, on rigole bien sûr, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les blocs fonctionnels sont exactement les mêmes. C'est vraiment la manière dont on va l'exprimer qui va changer. Dans un cas, on va être dans le cadre des sagas, on va être dans une écriture, on dira plus linéaire, enfin plus qui ressemble plus à du déclaratif, ce qu'on a l'habitude de voir. Il se passe ça, j'attends, ensuite il se passe ça, et je file le bébé à l'autre saga. Donc voilà, c'est vraiment par affinité, en fonction de son style, qu'on va choisir entre une solution ou une autre. Tu me dis si je me trompe, mais les observables, pour moi, on est plus dans un style fonctionnel, entre guillemets, où on va piper des choses, on va les mettre ensemble, on va faire un flux. Mais en fait, si on regarde les 4 blocs, on a un bloc qui écoute notre action qui demande d'uploader, on a un bloc qui va initialiser le truc, et on a un bloc qui va être appelé à chaque fois qu'on a fini pour savoir s'il reste des éléments à faire et à balancer des actions. Donc, grosso modo, on fait la même chose, c'est juste qu'on l'écrit de manière différente, qu'on passe par des technologies différentes, dans un cas les observables, dans un cas les générateurs. Mais voilà, ce sont 2 moyens, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne technique, ce sont 2 moyens de faire la même chose. L'idée, c'est juste de rester un petit peu conventionnel, entre guillemets, d'avoir n'importe qui viendra bosser chez nous. Si on a utilisé Saga, ben, il n'a qu'à lire la doc de Saga, il comprendra ce qui se passe. S'il a utilisé Observable, ben, il lit la doc d'Observable et il verra ce qui se passe. Soit dit en passant, la doc de Saga est juste top. Les docs sont très bien chez nous aussi. Ouais. Non, blague à part, effectivement, comme tu l'as dit, on a 2 très belles libs qui font la même chose, à grosso modo, qui marchent très bien toutes les 2, qui sont voilà, qu'on vous recommande de toute façon les 2. Comme tu l'as dit, si on voulait quand même donner des préférences possibles, bah, vous avez intérêt à utiliser Redux Saga, comme tu l'as dit, pour 2 raisons. La première, c'est déjà si vous avez ou vous connaissez les générateurs. Bah, si vous en avez déjà dans votre code source ou si vous en utilisez déjà, bah, très bien, ça marche très bien. L'autre raison, c'est effectivement si vous avez une préférence ou une connaissance également du style impératif. Style impératif, comme l'explique Wilfried, c'est je fais ça, ensuite je fais ça, après je fais ça, etc. Si ça vous perturbe de dire start with à la fin, par exemple, c'est que vous préférez le style impératif. À l'inverse, ou par ailleurs, vous pouvez utiliser Redux Observable bah, si vous connaissez ou que vous utilisez déjà des observables, en particulier avec JS. Forcément, vous avez déjà tous les éléments, vous n'avez plus qu'à jouer avec. Tout ce que vous avez vu, les opérateurs qui existent, c'est RxJS, simplement. Redux Observable n'est qu'un wrapper autour de ça. Et de la même façon, si vous avez une préférence pour le style d'écriture fonctionnelle, au-delà de Redux, etc., vous allez éventuellement préférer Redux Observable. C'est une question de style avant tout. On n'a pas eu le temps de vous montrer parce que ça fait déjà pas mal de choses, mais les 2 sont très simples à tester. Si, les 2. Ouais. Et si vous voulez faire mieux, alors on vous a pas montré on n'a pas fait marcher la version Epix. Je vous garantis qu'elle tourne très bien. Elle tourne tellement bien que de toute façon vous ne verriez pas la différence. Ouais. Parce qu'on met les mêmes actions, dans le même ordre, dans le même sens. Donc il n'y a rien à voir en fait. Mais have fun, vous clonez le repo et vous vous amusez avec tout ça. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, gardez à l'esprit qu'on a juste swappé le middleware. On a enlevé le middleware Saga, on a mis le middleware Rx, et il se passe exactement la même chose. On a les mêmes actions qui arrivent, les mêmes actions qui repartent. C'est ça. Sauf qu'il veut 2 lignes pour mettre Redux Saga, il n'en faut qu'une pour mettre Redux Saga. Oh sans ça, c'est la même chose. Avez-vous des questions? Nous aurons peut-être des réponses. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter genre un peu plus, parce que la présentation que vous avez faite c'était un peu sommaire, genre peut-être en termes d'XP React AVP ou ce que vous avez fait en React déjà? Tu veux qu'on présente ce qu'on fait au quotidien? Par exemple, déjà en termes d'XP
React, ça fait longtemps que vous en faites, et comment ça s'est intégré à vente privée? Est-ce que quand vous êtes arrivé, il y en avait déjà? Est-ce que c'est vous qui l'avez imposé? Que je sache, c'est Destin qui a amené. Enfin, Destin, excusez-moi, c'est un codename en interne. C'est un projet de refonte du front. Donc, le site venteprivée.com que vous voyez, il est en React. C'est le premier projet qui a amené React chez VP. C'était il y a plus de 2 ans. C'est faux. Enfin, ça a été initialisé il y a plus de 2 ans. C'est en prod depuis. C'est faux. Hein? C'est faux. Arrête. On parle pas du voyage. Le premier front React VP Group est un front qui était au voyage, qui est encore en prod, et qui tourne très bien. Et après, on a tiré les enseignements de tout ce qu'il fallait pas faire. Chose qu'on avait écrite, effectivement. Oui, celui qui a 3 ans est un peu plus vieux. On a tiré les enseignements pour faire finalement, effectivement, le front VP. Ce qu'il faut voir, c'est que, excuse-moi, aussi, comme je vous disais, nous, côté back, on a récupéré ça, enfin back, outils de la production des ventes, donc les outils qu'on met entre les mains des collaborateurs pour préparer les ventes. Comme je l'expliquais au début, on fait des outils maintenant type client léger. Donc ce qu'il faut voir, c'est que chez nous, par exemple, à la Digital Factory, notre boulot, c'est digitaliser tout ce qui rentre. C'est-à-dire qu'on a plein d'échantillons qui arrivent chez VP tous les jours. Notre boulot, c'est en faire des photos, des vidéos, de la 3D, des fiches techniques, faire tout un tas de choses. Donc on passait par plein de clients lourds pour faire ça, et comme je vous disais au début, c'est remplacé par des applications web. Du coup, on peut avoir des trucs super sympas à faire. Par exemple, chez VP, je parle de médias parce que c'est là où je bosse. Je sais que l'an dernier, on a développé une petite application qui nous permet de choper les images et de les redimensionner, de les resizer, de les déplacer, de faire tout un tas de choses, mini Photoshop-like avec des calques qui, à la fin, nous sort un JSON qui est capable d'être lu par nos serveurs de médias pour générer des images, par exemple. C'est un type de projet que vous pouvez faire, donc du drag and drop, toutes sortes de choses super sympas. Et pas juste un petit site web qui va présenter des menus avec des trucs et afficher des pages. On voit la chose dans sa globalité, et c'est pour ça qu'on parle d'applications, plus d'applications web que de juste un site web en fait. Pour juste répondre quand même au bout de ta question, donc, du coup je me reprécise vite fait. Moi je suis chez VP depuis un peu plus de 2 ans. Je suis rentré en ayant grosso modo une semaine de tuto React dans les pattes. Avant ça, c'était jQuery. J'ai dit, bougez pas, je sais faire, j'apprends vite. Et voilà. Et donc aujourd'hui, je suis lead au niveau du voyage et on gère pas mal de fronts différents, des moteurs de recherche, des affichages de vente. Et je pourrais t'en dire plus après si tu veux. Je précise aussi plutôt que si vous avez des questions, donc on sera tous les deux là après. Il y a également Antoine qui est là, qui est également lead, qui est également sur React, Redux, Saga. Comme quoi. Et qui pourra répondre à vos questions. Et qui travaille donc dans l'équipe Destin. Donc c'est tout ce qui va être. Il vous dira ça en détail. Il y avait une autre question par là-bas. Vas-y. Il est bien lui, hein? Il est pas mal, ouais. Il est pas mal. Ils vont t'aimer, on a des problèmes de perf, enfin des problèmes. On a des problématiques de perf. Pour être honnête, on n'a pas fait le travail, tout simplement parce que, alors c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient, c'est que chez VP, on a une assez grosse autonomie au niveau des équipes. Donc comme on ne travaille pas dans les mêmes départements, on choisit notre stack un peu, enfin les leads sont responsables de leur stack. Donc moi je suis parti sur un truc, eux sont partis sur autre chose. Et mais du coup c'est notamment pour préparer ce talk en fait, qu'on s'est amusé à faire la même appli de 2 façons différentes. Et du coup c'est intéressant aussi pour nous. La prochaine étape ce serait effectivement de s'amuser à ça. Tu as tout à fait raison. Alors, ce qui se passe, c'est que sur les applications où on fait ça, on bosse sur un intranet. Du coup, ce qu'il faut voir, c'est que même nos bureaux qui sont à Varsovie ou à Barcelone ou à la Plaine Saint-Denis ou dans le sud de la France, on a un réseau qui est fibré. Et en fait, que tu sois dans ce bâtiment-là ou dans celui-là, tu passes par les data centers VP,
par la fibre VP. C'est comme si tu étais dans un immense réseau local. Du coup, les problématiques que tu vas avoir quand tu vas faire du logiciel pour équiper la production des ventes et les problématiques que tu vas avoir quand tu vas faire du front, comme Jalil, pour le web, sont complètement différentes. Je vais te prendre un exemple simple. Moi, quand je fais une appli, je me prends pas la tête avec Edge ou IE ou Firefox. T'as de la chance. Moi, je suis compatible Chrome Latest. C'est tout. Et je me prends pas la tête. Du coup, je peux utiliser la dernière feature qui va bien pour toutes les nouvelles web capabilities pour pouvoir faire ce dont on a besoin. Et après, c'est vrai qu'au début, on se dit, ouais, mais mon bon vieux truc en .NET, il était directement sur la machine avec les trucs. Voilà, vite, ce truc-là, il s'estompe parce qu'en fait, tu peux faire énormément de choses. Il faut juste penser différemment. C'est pas un souci parce qu'en fait, ce que tu vas faire dans le client, tu vas faire un certain nombre d'actions et si tu as besoin de GPU, si tu as besoin de puissance de calcul, si tu as besoin de choses, tu appelles le serveur. Tu appelles le serveur, ton SRE il va te mettre à dispo s'il faut du GPU, il va te mettre dans un des data centers, ils vont poser une petite ferme de GPU et puis tu vas utiliser le GPU dont tu as besoin. Il faut juste aller chercher la solution qui répond à ton problème. Et c'est ça qui est cool. Parce que des boîtes comme VP qui ont les moyens et qui te mettent à disposition tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ce dont tu as besoin, il n'y en a pas des masses. Il est bon lui, hein. Il est pas mal. C'est une bonne question. Attends, il y a plusieurs morceaux. La fin, je me souviens, c'était la sécu. J'ai un petit bout de réponse si tu veux. Vas-y. Déjà, on a une certaine liberté. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois qu'un produit va sortir chez VP, tu as des équipes avec en général un lead dev, une équipe de dev, et sur chaque business unit, tu vas avoir un architecte qui est au-dessus de la business unit. Lui, son boulot, c'est assurer la cohérence justement déjà au niveau de la business unit, et s'il y a des trucs qui sont transversaux, assurer la cohérence avec ce qui est transverse. Je te prends un exemple simple. Aujourd'hui, on a des problématiques d'authentification. Il y a un chantier d'authentification qui est transverse, qui ne va pas être fait par une DBU, mais qui va être fait par l'équipe transverse et qui va filer le SSO avec la doc du SSO à toutes les équipes. Tu vois, c'est déjà un premier niveau d'uniformisation. Après, tu as raison, la grosse différence entre Angular et React, c'est que React, tu te crées ton framework au-dessus de la librairie. Et pour ça, on n'est pas complètement débile, on essaye de communiquer. C'est-à-dire qu'avec Jalil, on parle, avec Antoine, on parle. Moi, j'ai des problématiques qu'eux, ils n'ont pas. Eux, ils ont des problématiques que moi, je n'ai pas. Mais dès qu'il y a une problématique qui est commune, est-ce que tu as déjà vu? Est-ce que tu as déjà essayé? Qu'est-ce que tu penses d'eux? Voilà. Un gros sujet en ce moment, c'est les composants graphiques. On a chacun notre petite lib de composants graphiques qu'on fait, parce qu'on a tous fait 10 boutons. Voilà. On communique en ce moment, on essaye de mettre en place un projet inner source, donc open source au sein de la boîte, pour essayer tous ensemble d'être uniformes sur la stack et sortir notre lib graphique qu'on va mettre à dispo de tous les devs de la boîte pour pouvoir utiliser ces éléments-là. C'est ça. On reste effectivement une boîte, on est assez hétérogène en termes de techno. C'est un peu voulu comme ça parce que l'idée qui est derrière, c'est de dire chaque équipe, elle a des besoins et c'est elle qui sait ce qui répond à son besoin. Donc à elle de dire ok, je veux partir là-dessus. Notamment en termes de techno, notamment en termes de langage. On a beaucoup de C# historiquement, évidemment beaucoup de JS. On a de plus en plus de Go. Je crois qu'on a du Haskell, je crois qu'on a du Ruby, je crois qu'on a, je crois environ, je vais peur d'une connerie, mais je crois qu'on a plus de 500 applications différentes au final à la DSI-VP. Parce que ce que vous voyez, c'est le site web, mais il n'y a pas que le site web. La preuve avec Moïse. Donc effectivement, il y a un paquet d'applicatifs qui tournent en back, en front, partout.
pour faire rendre un paquet de services. Et donc à la fin, c'est assez hétérogène, mais ça n'empêche pas effectivement d'avoir une gouvernance globale qui dit ok, la sécu, il faut qu'on la gère comme ceci, la communication, il faut qu'on la gère comme cela, les guidelines, c'est ceci ou c'est cela. Juste pour revenir là-dessus, à chaque fois qu'un produit sort, quand il y a des produits qui sont un peu gros, on dira, hein, pas pour la petite application, mais dès qu'il y a une application qui va toucher un peu de monde, il y a un comité d'archi avec le DSI, avec des architectes, le lead architecte. Il vient et te dit voilà, est-ce que ton application, si le DC là il tombe, est-ce que c'est redondé sur tel data center? Comment tu fais pour la sécurité? Comment tu fais pour tel ou tel élément? Tu vois, donc toi, si tu as envie de faire de la Scale ou du Go ou du Helm, tu peux. Mais à partir du moment où tu peux justifier au comité d'archi que c'est pas complètement fantaisiste et que tu respectes les règles de base qu'on a mis, c'est-à-dire redondance, c'est-à-dire que tu vas avoir je sais plus, enfin bref, que tu vas pouvoir respecter les règles de la boîte, quoi. On a aussi, pardon. Vas-y. On a aussi des équipes qui veillent à ce que tout fonctionne. Je pense aux équipes de qualification qui sont là pour vérifier que ce qui est censé marcher marche. On a aussi des équipes de sécu. Alors je ne connais pas tout à fait les détails de comment ils fonctionnent. On a des gens qui s'occupent que de trouver des problèmes de sécu. Et puis qu'une fois on trouve un problème, ils viennent voir la personne qui pense être potentiellement capable de donner des réponses et dire ok, pourquoi j'ai un trou là? Et qu'est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait plus de trou là? Donc après voilà, c'est pas parce qu'on est hétérogène que c'est forcément trop la foire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Désolé, mais concernant la React Academy, vous allez récupérer un peu après le passage API, vous allez récupérer du monde ou pas? Ça se passe comment exactement? Vous, dans votre secteur, je ne sais pas comment ça marche réellement. Vous n'êtes pas au courant? Vous êtes au courant? J'ai pas compris la question perso. Mais... C'est l'idée. Ouais, on a des besoins. Du coup, ça arrive chez vous? Ça arrive chez qui exactement? Peut-être pas directement Jalil et moi, mais je sais que nous, on a des besoins. Je ne sais pas chez Jalil s'il y a des besoins. Voilà, il y a un peu des besoins un peu partout parce qu'il y a plein de gens qui migrent. Et après, voilà, comme vous avez envie de faire des trucs cool, vous allez venir à Digital Factory. Je rebondis là-dessus. Ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui font beaucoup de choses différentes. Avec des... Là, vous avez 3 exemples de lead tech qui sont différents, des pratiques différentes. Donc, voilà, il y a des besoins sur Jalil, il y a des besoins sur Antoine. Et ils vous détailleront ça tout à l'heure. Si c'est OK pour vous, il y a les pizzas et de la bière qui vous attendent à côté. Il y a Asma, il y a Jean du Lab 42 et il y a les 3 lead tech et moi-même. On répondra à vos questions. Merci. Tu vas bien? Je pars avec le micro. Personne n'a dit pas animé. Ouais, il y a pas, ça manque de chat, ça manque de. Ça manque de. Ouais. Non, mais c'était. Ouais. À la limite. Le micro? Je sais pas. Je te le laisse. Hop là, merci. Potentiellement, le résultat est Genre, c'est que dalle. Si les gens